Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la 4e édition du Tour de l'actu. Voici les titres qui ont fait l'actualité cette semaine. Une fusillade a éclaté ce mercredi à Saint-Varan, tuant 3 personnes, l'homme s'est suicidé. Nous irons sur place. La mairie d'Eda nous ouvrira ensuite ses portes pour découvrir comment le nouveau conseil municipal prend ses fonctions. Et enfin, nous prendrons de la hauteur avec les pigeons de Longuet-Jumelles qui ont eux aussi repris du service. Je vous le disais à l'instant, un triple meurtre a fait vaciller la commune de Saint-Varan au centre-ouest de la France ce mercredi. La piste terroriste a été écartée et nous retrouvons sur place notre correspondant Tanguy Gadin. Tanguy, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette affaire ? Oui, Lison, c'est ici dans la carrière Roy-le-Noubleau qu'un salarié s'est donné la mort après avoir abattu 3 autres personnes pendant un comité d'entreprise ce mercredi. L'homme de 37 ans était amateur de tir sportif et détenait légalement une arme de 9 mm chez lui. Le parquet de Niort s'est saisi de l'enquête et une cellule psychologique a été ouverte pour les 80 salariés de l'entreprise. Par ailleurs, l'entreprise reste fermée et à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. C'est dans le paisible village de Saint-Varan, dans les Deux-Sèvres, qu'a eu lieu le tragique événement. Johan Brunet, salarié de la carrière du Noubleau depuis 8 ans, est entré vers 15h dans une salle de réunion pour exécuter 3 de ses collègues avant de se donner la mort. Un acte que le maire de la ville n'arrive pas à expliquer. Malgré la décision de lundi de la médecine du travail de le mettre inapte à tout poste, il n'y avait pas eu de situation de conflit avec la direction jusqu'alors. Il n'y a eu aucune revendication, il n'y a pas eu rien, pas d'explication particulière. Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'il s'agirait d'un règlement de compte entre ce militant CFDT et ses représentants syndicaux. Il avait été déclaré inapte au travail ce lundi et c'est ce qui aurait pu le motiver à passer à l'acte. La direction de l'entreprise a tenu à s'expliquer. Le médecin du travail a établi un certificat d'inaptitude sur les bases de son propre jugement. C'est quand même rare à 37 ans d'être déclaré inapte sur tous les postes d'une entreprise. C'est en tout cas le constat qu'on a fait. Monsieur le médecin du travail nous a prévenu dès lundi après-midi pour nous prévenir que monsieur Brunet ne pourrait pas reprendre son poste de travail. Le parquet de Niort a confié l'enquête à la police scientifique de Poitiers. Elle devra déterminer les raisons exactes de ce drame. Le 15 mars, lors du premier tour des élections municipales, plus de 30 000 communes ont élu leurs conseils municipaux au complet. Ce sont autant de nouveaux élus qui ont pris leurs fonctions depuis quelques semaines, à l'image du conseil municipal de QC qui s'est installé ce lundi soir à l'espace Chambon. Vainqueur à sa succession, Jean-Sébastien Laloy du parti Les Républicains entame donc officiellement un second mandat. Célia Coulot nous explique l'installation du conseil municipal d'Eda. Voilà. C'est bon. Ça y est, c'est fait. Tant que, hein. Monsieur le maire, c'est d'autres chose. À Eda aussi, c'est fait. Mardi, le nouveau maire et ses conseillers ont officiellement été élus et pris leurs fonctions. Le déroulement du conseil, c'est le maire qui était en place, qui a accueilli le nouveau conseil. Et ensuite a été nommé un président de séance, le doyen d'âge, et qui a présidé la séance pour l'élection du maire. Donc il a fait l'appel. Et suite à l'appel, donc le quorum était atteint et nous avons passé à l'élection du maire. Après quelques jours, les élus ont déjà beaucoup à faire. La nouvelle équipe va rencontrer le personnel parce qu'il y a des nouveaux élus. Il faut expliquer le fonctionnement d'une municipalité. Il va y avoir le budget à faire, c'est important. On va voir comment va évoluer la crise aussi. Il y a des masques qui vont être à distribuer de la région, qui sont arrivés, qu'on va distribuer. Donc il y a plein de choses qui nous attendent. Mais pour réussir ses missions, le nouveau maire pourra compter sur ses conseillers et son prédécesseur qui ne sera jamais bien loin. Vous savez, ici où j'habite, et s'il y a besoin de quelque chose, je suis toujours prêt. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Voilà. Merci à toi. Merci. Ouais. Cette semaine a aussi été marquée par le lancement du Ségur de la santé. Cette concertation est censée répondre à la promesse d'Emmanuel Macron qui avait évoqué à la fin du mois de mars un plan massif d'investissement et de revalorisation pour l'hôpital. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé une revalorisation significative des salaires du personnel soignant. Un discours qui n'apaise pas toutes les critiques émises par le monde hospitalier. Les syndicats CGT et FO ont réussi à rassembler plus de 200 personnes pour manifester place Giraud à Tours.
Les distances et les gestes barrières doivent être appliqués, mais l'équation manifestation et distanciation sociale semble montrer ses limites. Sur place, Tanguy Gadin. À Tours, déconfinement rime avec regroupement. Malgré l'interdiction de se regrouper à plus de 10 personnes dans un espace public, les syndicats tourangeaux ont appelé à manifester pour les droits du personnel hospitalier. Pour les organisateurs, il s'agit avant tout de rattraper le temps perdu pendant le confinement. Les salariés sont massivement repartis au travail et donc pour nous il était important, alors que depuis 2 ou 3 mois, et en particulier le 1er mai, on n'a pas pu s'exprimer traditionnellement, que nous fassions entendre, y compris à notre présence physique, la place que nous occupons, c'est-à-dire la place de défense des intérêts particuliers des salariés. Les forces de l'ordre présentes ne sont pas intervenues pour disperser les 200 manifestants. Et même si certains n'ont que faire des gestes barrières, la plupart des participants portaient un masque et ont suivi les conseils des organisateurs. Essayez de respecter les distances entre vous, voilà. Pour les militants, les risques d'un tel regroupement ne sont rien face à la nécessité de manifester. Aujourd'hui, l'heure est venue de retaper du poing sur la table. Vous êtes prêt à risquer de contracter le virus pour manifester? Non, c'est pas ça, je le présente pas comme ça. Je pense que le risque, il est infinitésimal. En prenant un certain nombre de précautions. D'autres manifestations s'organisent peu à peu partout en France, malgré le risque de voir apparaître de nouveaux foyers infectieux et une reprise de l'épidémie. Si le Black Friday est devenu une vraie institution outre-Atlantique, la riposte française est tout aussi impressionnante. Les French Days ont été lancés par des entreprises de e-commerce dans l'objectif de faire des grandes promotions avant l'été. Mais face à l'affichage de ces prix cassés, les petits commerçants indépendants déjà fragilisés par la crise sanitaire ont du mal à survivre. Reportage de Célia Coulot. Depuis mercredi, les promotions déferlent sur les sites internet de certaines enseignes. Mais cette pratique, se disant solidaire et visant à valoriser le Made in France, n'est pas au goût de tous. En tout cas, pas de Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Ce sont des opérations qui ne portent que sur le prix. On oublie de parler du mécanisme infernal qui va, à terme, si on ne réagit pas, faire disparaître une partie du commerce, les petits commerçants, les commerçants de proximité qui apportent leur savoir, qui apportent leur présence, qui apportent leur qualité, leurs conseils. Je ne suis pas là pour opposer les grands, les petits, les grands, mais tout simplement que le commerce devienne normal. À Beaumont, dans la petite entreprise familiale TSD, Thierry Cromaria partage ce point de vue. Effectivement, aujourd'hui, il y a trop de promos et on devrait effectivement se servir des soldes pour la raison pour laquelle elles ont été créées, ce qui aujourd'hui, à mon avis, est plus le cas du tout. Alors, je vais pas dire, on fait des promos de temps en temps dans l'année, bien évidemment, mais quand on fait des promos, on baisse notre prix d'achat, donc on baisse notre marge. Moi, j'ai besoin de marge pour payer mes collaborateurs tous les mois. On n'a pas qu'une machine à vendre, on a également un service après-vente très poussé. Les gens viennent chez nous pour notre qualité de service, ce qui manque souvent dans la grande distribution. 6 enseignes participant à ces réductions ont été sollicitées pour ce reportage, mais aucune n'a souhaité répondre à nos questions. Avec le déconfinement et les beaux jours, les espaces verts ont très vite retrouvé leur public habituel. À Prémilla, les Tanceaux renouent avec le succès, mais aussi avec la pollution. Excédé, le maire a mené une opération pour faire bouger les choses. Léa Gaillardeau. Avec le déconfinement, les espaces verts ont vite attiré du monde. Malheureusement, pour les Tanceaux, à Prémilla, cela a aussi rimé avec pollution. Malheureusement aussi, beaucoup ont laissé leurs déchets par terre. Et vendredi dernier, avec des élus, quand on a vu ça, on a dit c'est pas possible. Donc pendant 1 heure, on est venu avec les élus de Prémilla et on a ramassé près d'une quinzaine de grands sacs poubelles noirs pleins de déchets. Après cette intervention coup de poing, Bernard Pozzoli n'en est pas resté là et a aussi mis en place de nouvelles mesures de sensibilisation. On a mis des pancartes comme celle-là. Pour vos déchets, il y a un grand conteneur enterré derrière les sanitaires publics. Merci de ne pas les laisser sur les tables ou autour des poubelles. Respectez l'environnement. Il y a bien des panneaux qui indiquent que ce conteneur est là, mais c'est vrai que les gens n'ont peut-être pas toujours vu que c'était un conteneur aussi grand. Et à côté, on va installer une deuxième colonne à verre pour récupérer le verre. Pourtant, les poubelles semblent effrayer les gens puisque de nombreux déchets sont toujours laissés par terre. De nombreux passants ont du mal à comprendre qu'on puisse salir cet endroit. J'ai rangé tout mon matériel de pêche machin, vous pouvez aller voir, il n'y a pas un papier par terre. Par contre, les gens qui viennent manger, là, il y a des poubelles, au lieu d'y mettre dans les poubelles, ils y mettent à côté.
On fait attention parce que là, c'est vrai que c'est un peu dégoûtant. Et c'est vrai que il y a des déchets qui volent quand même un peu partout, et alors qu'on a une benne. Les gens sont sales, sont mal éduqués. Même si certains ont pris conscience de l'importance de préserver cet endroit, pour d'autres, le chemin est encore long. Ce jeudi, le Premier ministre a donné les grandes lignes de la phase 2 du déconfinement. Restaurants, lycées, mais aussi lieux culturels devraient tous réouvrir. Cependant, la crise sanitaire du Covid-19 a parfois éloigné les Français de la culture. Un peu partout, des initiatives ont émergé pour ne pas perdre le lien avec le monde culturel. Les explications d'Emma Fourreau. À la médiathèque de Saumur, il était impensable que les lecteurs se retrouvent sans livres trop longtemps. C'est pourquoi, depuis le 12 mai, un drive a été mis en place. Un processus de plusieurs étapes a été créé pour permettre aux lecteurs d'accéder à la culture tout en protégeant les bibliothécaires. Le lecteur doit en fait regarder sur notre site internet pour vérifier la disponibilité du document en rayon. Et puis ensuite nous téléphone ou nous envoie un mail pour nous lister les documents qui l'intéressent. Puis ensuite il vient à la médiathèque. Donc il y a un petit espace à l'entrée de la médiathèque où il montre sa carte lecteur et on lui donne les documents à ce moment-là. Une fois l'emprunt terminé, les documents sont placés dans une boîte à l'extérieur de la médiathèque, puis nettoyés avec une solution désinfectante. Ils sont ensuite placés 3 jours dans un espace de décontamination avant que les gens puissent les réemprunter. Mais la situation reste étrange pour les bibliothécaires. La médiathèque, habituellement si vivante, est complètement vide. Tant que la médiathèque n'est pas ouverte, ça reste quand même un fonctionnement vraiment limité en tout cas. Parce que nous, ce qui est intéressant, la médiathèque, ce qui est intéressant, c'est quand même le lieu de vie. Et donc toute cette partie-là, bien sûr, pour le moment, on peut plus la proposer. Ainsi, même si cette alternative permet aux lecteurs d'avoir accès à la culture, le drive ne peut être que temporaire. L'étape suivante est d'ailleurs déjà en préparation par l'équipe de la médiathèque. Donc à partir du 2 juin, donc la semaine prochaine, les médiathèques de Saumur, Montreuil-Belley-Douai en Anjou, qui font partie du réseau des bibliothèques imaginaires, vont réouvrir au public avec des modalités, on va dire, bien spécifiques qui prennent en compte encore l'épidémie et la circulation du virus. Avec cette réouverture progressive, de plus en plus de personnes vont donc pouvoir reprendre leurs habitudes culturelles à la médiathèque de Saumur. À 70 km de là, à Chalonnes-sur-Loire, Léo Tessier a lui aussi trouvé une alternative pour que les gens aient accès à la culture. Bien installé dans son canapé, ce médiateur scientifique au Muséum d'Angers organise des visites guidées sur le musée d'Animal Crossing, le fameux jeu vidéo qui a été le compagnon de nombreuses personnes lors du confinement. L'idée elle est venue en jouant au jeu, en fait c'est un jeu que je possède à titre personnel et il est sorti au début du confinement et en fait en y jouant j'ai vu qu'il y avait un musée qui était très bien fait, avec une belle scénographie et les animaux étaient bien représentés. Donc en fait je me suis dit qu'il y avait matière à exploiter le musée du jeu pour en faire des visites virtuelles. Pour y participer, les intéressés s'inscrivent par mail pour une visite dans un groupe de 7 personnes. Le jour J, tout le monde se retrouve sur l'île de Léo pour commencer la visite. Passant de la salle des insectes à la salle des poissons, sans oublier l'incontournable salle des fossiles, les visiteurs s'éduquent tout en restant en sécurité chez eux. C'est bien différent d'une visite classique. On ne peut pas montrer directement les choses, utiliser des objets qu'on pourrait faire toucher, faire passer. On est limité, mais ça oblige à trouver de nouvelles façons d'interagir avec le visiteur. Une alternative qui a été très appréciée des visiteurs, qui ont été au rendez-vous malgré la barrière du numérique. Comme le Muséum des sciences naturelles ne peut toujours pas ouvrir ses portes, d'autres alternatives sont envisagées, comme des balades dans les parcs pour découvrir la faune et la flore. Car si l'accès à la culture n'est pas vital, il reste presque aussi important que de pouvoir aller chez le coiffeur. Alors qu'il faudra attendre au minimum le 2 juin pour aller à la piscine, les plans d'eau ouvrent petit à petit. À la demande des maires et avec l'accord des préfets, les activités nautiques peuvent donc reprendre. À Vichy, le plan d'eau commence timidement à reprendre des couleurs. Mais comment je fais pour tirer sans lâcher ici? Eh bien, on tricote, on dit. Dès l'ouverture du plan d'eau, le club nautique a relancé ses activités. Pour s'adapter à la situation actuelle, les cours ne peuvent recevoir plus de 10 enfants en même temps et ils sont organisés sur de nouvelles plages horaires. Ce qu'on a proposé, c'est qu'ils puissent venir les après-midi en semaine et surtout, on a ouvert aussi
un peu sur des stages à la carte, à la demi-journée, où les gens peuvent s'inscrire, même les gens qui ne sont pas spécialement adhérents au club toute l'année, quoi. Donc là, je vous laisse gérer, vous rappelez comment on fait, il y en a un qui tient... Avec une fermeture totale ou partielle des écoles et la demande grandissante des parents, la remise à l'eau du club permettra peut-être de rattraper les 8% de déficit dus au confinement. Mais il est encore difficile de prévoir la saison. Le fait d'ouvrir des stages en période de printemps, ça incite aussi les gens à venir en été. Et cette incitation, on n'a pas pu la faire. Donc clairement, ce n'est pas l'essentiel de notre activité. L'essentiel de notre activité, elle est sur juillet-août. Malgré tout, ça reste un manque à gagner. L'ouverture du plan d'eau a aussi fait naître de nouvelles activités. Ne pouvant réaliser son travail de maître nageur, Romain propose des cours de vélo aquatique. Au niveau Covid, c'est pas mal parce qu'on est tout seul sur le vélo, on est à l'air libre. Les piscines sont fermées, les activités de sport sont fermées, le RPM, l'aquagym, etc. Donc je pense que je peux surfer entre guillemets sur une opportunité pour avoir du monde au moins au mois de juin sur mes cours. 7 € pour les enfants et 10 € pour les adultes, les cyclistes pourront profiter des bords de l'Allier les pieds dans l'eau. Après un printemps sinistré par le coronavirus, les Vigissois espèrent pouvoir profiter sereinement de leur plan d'eau tout l'été. Eux aussi ont retrouvé le grand air. Les pigeons de Longué-Jumelles ont repris les courses. Emma Fourreau a essayé de les approcher pour vous. Comme vous avez pu le voir grâce à Lison, de nombreux clubs reprennent leurs activités. Ici, à Longué, c'est le cas de l'association Les Ailes Longuéennes et de ses pigeons voyageurs qui s'entraînent pour l'ouverture de la saison des concours de vitesse. Michael Hainaut, le président des Ailes Longuéennes, nous explique en quoi consiste cette association. Donc on est des colombophiles. On participe à des concours de pigeons voyageurs. Donc chaque amateur possède ses pigeons chez lui dans des colombiers. Moi personnellement j'en ai déjà 160. Alors, les pigeons n'ont pas forcément été confinés puisque tous les jours chaque compartiment sort 1 heure par jour. Donc même pendant le confinement les pigeons ils sortaient pendant 1 heure autour de la maison. Suite à ces entraînements, les pigeons voyageurs vont devoir participer à une série de concours qui débute aujourd'hui et qui va s'achever le 14 août. Mais à l'origine, cela aurait dû se passer autrement. Aujourd'hui, à la date du 30 mai, les pigeons devraient avoir déjà 1000 km dans les ailes, en commençant donc à la mi-avril. Sauf que là, ils vont démarrer seulement à Alençon ce week-end avec 116 km. Donc la seule chose qui peut manquer, c'est un petit peu d'endurance, quoi. Moi je suis optimiste, je pense que ça va le faire. Les pigeons voyageurs vont donc devoir compter sur leur excellent sens de l'orientation pour parcourir les 100 à 900 km pour retrouver leur pigeonnier sans se perdre. La compétition va débuter demain à Alençon. Il ne me reste donc plus qu'à leur dire bonne chance et bon vol. C'est ainsi que se termine notre journal. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour une 5e édition du Tour de l'actu. En attendant, prenez soin de vous et au revoir.